faut pas être un parasite de la société, il faut travailler, il faut se bouger. Mais allez, t'es pas malade, je vois quand même bien que t'es chez toi et tu fais tout comme d'habitude. Mais on n'est pas à l'intérieur de la personne et on ne sait pas ce qu'elle ressent. Ça arrive à tout le monde de penser au volant de la voiture, si je la mettais dans l'arbre, ce serait plus simple, ou si j'étais plus là, ce serait fini. Il faut en parler. Dans les phases les plus profondes de la dépression, la personne, c'est comme si elle était avec un enregistrement automatique. Bienvenue dans Let's Go for Health. Le podcast de la Maison Médicale sur l'Est. Prêt à transformer votre vie? Branchez-vous dès maintenant et découvrez les clés d'une santé éclatante. Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de Let's Go for Health. Aujourd'hui, nous recevons Nathalie Dardenne, psychologue et conventionnée avec Psynam. Bonjour Nathalie. Bonjour Maud, bonjour Nathalie. Bonjour. Explique-nous un peu ce qu'est Psynam et comment ça fonctionne. Psynam, c'est un service qui met en œuvre la convention de soins de santé mentale de l'INAMI. Donc l'INAMI, c'est l'Institut national d'assurance maladie et invalidité en Belgique. C'est un grand acteur de la santé mentale et de la sécurité sociale belge, surtout. Pas rien que de la santé mentale, c'est vraiment sécurité sociale. Donc on a tous les travailleurs de la santé ont un lien à un moment donné avec l'INAMI. Et en 2019, les ministres à ce moment-là ont décidé de mettre en œuvre une convention spécifique pour les soins psychologiques qui permet d'avoir des soins psychologiques de première ligne à un tarif plus avantageux. Donc l'intérêt de l'INAMI, c'est de rendre les soins psychologiques accessibles financièrement et en termes de mobilité. Donc on est invité en tant que psychologue à essayer de travailler au plus proche du terrain, de parfois même se déplacer vers les patients dans des maisons médicales, dans des écoles, dans certains centres sociaux pour aller au contact du public défavorisé. Dans toutes les fonctions, dans tout ce qu'on peut faire, il y a aussi les interventions communautaires. Donc, j'ai pris des petits papiers que vous pourrez passer après, qui réexpliquent ça. Donc l'intervention communautaire, c'est plutôt des soirées d'information. On ferait comme maintenant, voilà, on parle de la dépression ensemble. Ça peut faire partie de ces interventions communautaires. C'est pour un groupe cible large, sans qu'il y ait vraiment une problématique. On n'est pas envoyé par un médecin, il n'y a pas quelque chose. Voilà. Activité de santé communautaire en fait. Voilà. Oui, désolé, en fait, on a eu un petit problème technique, donc utilisez les micros comme ça, mais le prochain podcast reviendra à la normale. Et par rapport au prix que les patients payent, c'est moins cher pour eux du coup. Alors, les interventions communautaires, elles sont totalement gratuites et elles durent 2 heures. Donc, sur différents thèmes autour de la santé mentale. Il y a aussi, donc, comme je disais tout à l'heure, les soins de soutien psychologique. Alors là, on a droit à maximum 8 séances par année. L'année commençant au moment où on entre dans le réseau. Donc, si quelqu'un vient près de moi maintenant, son année va commencer on est en avril, d'avril jusqu'à avril l'année prochaine. Okay. Et si quelqu'un arrive en janvier, ce sera de janvier à janvier de l'année d'après. Et donc, 8 séances de soins de soutien. Et là, les gens doivent payer entre 4 et 11 euros. C'est 11 euros, mais 4 s'ils ont un statut BIM. Et alors, les soins de soutien psychologique, eux, ils nécessitent de faire le relais avec le médecin traitant. Il y a un bilan fonctionnel qui doit être établi au début de la prise en charge. Et les patients, on est alors vraiment dans le soutien, on est plus sur stimuler le patient à l'auto-soin, amener de la résilience, lui permettre dans des problématiques légères à modérées de trouver ses propres balises pour s'en sortir rapidement. Et dans le traitement, on est sur une problématique plus modérée. En fait, je suis désolé, je n'ai pas très bien compris. Quand est-ce qu'ils doivent aller chez le médecin traitant ? C'est pour le traitement. Donc c'est pour les soins de traitement, il faut qu'il y ait un lien avec le médecin, entre le psy et le médecin, et on fait ce qu'on appelle un bilan fonctionnel. Okay. Donc oui, c'est un document qui reprend les objectifs du traitement. Ça va. Ok, intéressant. Donc moi je suis jamais allée chez le psy, et du coup je me pose la question, est-ce que c'est comme dans les films ? Est-ce qu'on se couche sur la table et qu'on parle et que le psy écrit ? Est-ce que c'est comme ça ?
Alors moi, j'ai pas de divan, moi. Je fais pas de la psychanalyse, donc dans les suivis, les entretiens, la manière de s'installer, elle va être un peu propre à chaque psy, d'organiser son espace, mais on peut sortir du cliché psychanalytique où le thérapeute est derrière la tête du patient, n'est pas en contact nécessairement, et où il est couché. On est dans une interaction, en tant que psy, on est un peu comme un prisme. On va faire refléter la réalité du patient par différents biais, avec différents types de regards, pour lui permettre de comprendre ce qu'il vit. Et donc, oui, moi j'ai 2 fauteuils qui font vis-à-vis. On peut avoir aussi une banquette ou d'autres choses. Ça dépend un peu des intérêts. C'est vrai que dans mon bureau personnel chez moi, j'ai aussi une table de massage, mais qui ne sert pas à faire des massages, plutôt à faire du travail de relaxation et de détente avec un appareil que j'ai qui envoie la musique dans la table. Donc il y a plein d'autres choses. Donc on peut avoir des tas d'outils différents, mais le but, c'est vraiment, en tout cas ici avec Psynam, des échanges, alors que soit en individuel 1-1 ou en groupe à plusieurs, et on fait un cercle où on s'assied à terre, où on va marcher. Enfin, tout est toujours possible. Il faut être créatif. Mais oui. Et pour les gens qui disent que le psy sert à rien, par exemple mes parents, c'est généralement la génération de mes parents. Hein. Quand on parle dessus, ils disent oui, mais il a été chez un psy. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? On vient d'une histoire de la psychiatrie et de la psychologie qui était liée beaucoup au départ à l'asile, à l'enfermement. Les premières lois datent de 1830 et puis elles ont évolué dans les années 60 et puis encore un peu dans 80-90 jusqu'au dernier mouvement, je pense, 90-2000, où on essaye vraiment de mettre en place les structures de soins psychologiques dans la société, pour tout le monde, de moins séparer les personnes malades en les excluant à l'extérieur dans des gros bâtiments. Des asiles. Et il y a donc effectivement toujours un peu un frein sur le psy, c'est pour les fous. Maintenant, il n'y a pas que cette situation. C'est vrai qu'on peut aider dans des troubles psychiatriques profonds avec un regard, une analyse ou un encadrement, mais toutes les questions d'introspection, toutes les difficultés d'angoisse, c'est une écoute non jugeante qui va ouvrir aussi sur d'autres. Comme je disais, on est un peu un prisme, on fait voir la réalité autrement, on permet un échange, déposer des mots. Et c'est un travail d'apprentissage. Et puis chaque psy a un peu sa sauce, sa manière d'être, sa personnalité. Et donc c'est aussi surtout une collaboration et un échange, un lien à créer. Est-ce qu'on peut parler de coach aussi? Ça peut être vu comme un coaching aussi, ou c'est quand même différent? Alors, le coaching, c'est une manière d'accompagner des personnes. Maintenant, on peut imaginer qu'on peut être psy et coach en même temps. La psychologie a quand même un regard scientifique avec différentes choses qui nous sont demandées, balisées. C'est une manière d'analyser la situation du patient sans entrer dedans. Dans le Psynam et dans le soutien, on peut être amené à faire un peu de psychoéducation, donc donner des conseils, présenter des livres, proposer des lectures et amener les gens à faire d'autres choses. Mais dans le traitement, on va être plus dans un travail de recul. En parlant de livres, vous êtes la première qui nous amène plein de bouquins. On voit que vous êtes à l'aise avec les bouquins, c'est ce que je disais là tantôt. Oui. Hein. On voit très vite dans les maisons, quand on va faire des visites à domicile, qui est à l'aise devant une bibliothèque et qui pas. J'aime bien de pouvoir aussi mettre des références. Maintenant, je ne suis pas sûre que je vais les ouvrir, mais voilà, on va voir après. Vous avez lu le DSM-5, vous l'avez lu en entier? Non, le DSM-5, c'est comme le dictionnaire. Je vais chercher les mots qui m'intéressent. C'est comme le CVIP, quoi, oui. Ah oui, parce que le DSM-5, pour le lire en entier, il faut y aller. Hein. Ouais. La dépression, c'est souvent lié à une partie génétique, une partie de l'environnement de la personne. J'ai lu un bouquin justement sur le développement personnel où l'écrivain il parlait aussi que la personne dépressive se mettait parfois elle-même dans cette situation de dépression. Et du coup, je voulais savoir comment faire pour optimiser son environnement, pour éviter de rentrer dans ce mode dépressif. Est-ce qu'il y a des moyens pour faire en sorte que notre entourage ou notre lieu de vie, etc., soit bénéfique? Alors peut-être d'abord revenir sur la dépression, sa définition et le côté génétique. Moi, c'est les 2 premières choses qui me viennent là, parce qu'effectivement, aujourd'hui, certaines recherches montrent qu'il peut y avoir un facteur génétique, mais ce n'est pas pour autant que c'est héréditaire. Il y a certaines personnes qui seraient prédisposées à pouvoir avoir
un problème de dépression dans leur vie. Mais la dépression, si justement je prends le DSM-5, hein, j'ai regardé la définition dedans, donc là je vais vous le lire. La caractéristique commune de tous les troubles dépressifs, c'est d'abord une humeur triste, un sentiment de vide, une irritabilité, qui peuvent être accompagnés de différentes complications somatiques, donc c'est-à-dire des douleurs dans le corps, des pathologies, donc des maladies qui arrivent, somatiques, mais aussi cognitives. Et ça perturbe de manière durable, donc ça dure dans le temps. Ce n'est pas 1 ou 2 jours, ça doit passer jusqu'à 2 semaines et voire plusieurs mois, voire même des années. Et ça réduit les capacités de la personne à être adéquate dans son environnement. Donc c'est quand même plusieurs facteurs. Et là-dedans, on voit qu'effectivement, l'environnement a une part importante. Maintenant, voilà, moi, j'ai beaucoup de patients avec ce genre de troubles, donc je me suis renseignée, documentée. Il y a des thérapies qui existent pour pouvoir traiter les dépressions légères sans passer nécessairement par une médication, qui vont être peut-être ce qu'il y avait dans le livre que tu as découvert, où finalement on se rend compte que nos manières de penser, nos manières d'être, de regarder le monde, induisent des choses en particulier. Oui, Après, je veux dire, quelqu'un de pessimiste, qui voit les choses négativement, etc., il peut se mettre lui-même dans son état de dépression, que quelqu'un qui vivra la même chose, mais qui verra les choses positivement et sera tout à fait en bonne santé. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, si on est bien d'accord, moi de mon côté, je donne des médicaments que quand je suis dans une dépression sévère à modérée, ou alors quand ça traîne beaucoup, et alors en concertation avec le psychologue, on se dit on va traiter. Ouais. Pas médicamenteux en première intention, quoi. C'est ça, mais souvent la population, quand elle se sent pas bien, ce qu'elle vient chercher, c'est le traitement. Et donc quand on leur dit non, on va rien vous donner, malheureusement, les pilules magiques. Ils restent sur leur faim. Et la dépression, c'est aussi une maladie un peu invisible. Il n'y a que la personne qui le ressent qui peut vraiment se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur d'elle, de comment elle se sent, du vide qu'il y a. Et on peut tous vivre un deuil, on peut vivre soit le décès de quelqu'un, soit perdre un travail, soit avoir des amis qui disparaissent, enfin voilà, sans que ce soit des morts, mais des coupures de liens, ça peut être un divorce, une séparation, et ça, ce sont chaque fois des deuils. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se modifie dans l'environnement. On va avoir tous de la tristesse, et puis après, la tristesse peut par moment, en fonction des conséquences de vie, de l'environnement, de l'accumulation peut-être de certaines choses, entraîner une dépression. Et les premières phases, il peut y avoir une humeur dépressive sans être dans la dépression. Et puis il peut y avoir des dépressions légères dont on se sort tout à fait sans souci. Et puis à un certain moment, voilà, il faut stimuler, il faut que l'organisme soit aidé pour dépasser un niveau plus sévère à profond, ça c'est sûr, mais parfois déjà dans les modérés. Et là, ça dépend d'un individu à l'autre. Et déjà dans notre vie de tous les jours, dans notre environnement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors dans l'environnement et dans les habitudes, moi c'est ça que j'aime bien, la pleine conscience. Ah oui, c'est trop chouette. c'est vraiment une manière d'être et de pouvoir apprendre à gérer son mental, de ne pas lui laisser autant de place, de mettre de la distance avec ce qui nous arrive, mais surtout de se reconnecter à ce qui est à l'intérieur. Après, si je suis beaucoup des psychiatres sur les réseaux sociaux professionnels, notamment le Dr Oswald, qui lui reparlait, comme je vous le disais un peu avant qu'on commence, les 5 piliers pour lui de la prévention en santé mentale. Et donc dans la dépression aussi, c'est le sommeil, s'assurer qu'on a une bonne qualité de sommeil, la nourriture, veiller à manger le moins de produits transformés et sucrés possible, sortir, aller dehors. Il n'y a pas longtemps, il publiait un truc comme quoi la vitamine D aide dans la dépression. Et donc être dehors, être au soleil, pouvoir circuler et se recharger aussi par l'énergie solaire qui est la plus naturelle possible et gratuite. Et puis alors, il parlait aussi du fait de faire du sport, donc se mettre en mouvement, rebouger. On a vraiment prioritairement maintenant des vies fort sédentaires, que ce soit dans le cadre du travail ou à la maison, quand on rentre, on bouge plus trop. Le dernier axe, c'est le lien social, être avec les gens. Et donc, si on arrive par ces 5 piliers à avoir un équilibre, son environnement, c'est tout ça en fait. C'est toutes les personnes qu'on côtoie, c'est tout ce qu'on fait, et puis tout ce qu'on fait par rapport à soi. Et la pleine conscience est un des outils qui aide bien.
C'est marrant parce que c'est toutes les choses qu'on n'a pas envie de faire quand on n'est pas bien en fait. Hein. C'est très facile à dire. Hein. Oui. On revient toujours à la même chose. Hein. Dans toutes les vidéos qu'on fait, ces 5 piliers-là reviennent tout le temps, mais quand on n'est pas bien, arriver à le faire, c'est... Ouais. Et C'est c'est pour vraiment ça tout que ce qu'on a pas envie. moi, je m'aide Oui. de tas d'outils différents. Quand les Mhm. personnes me parlent de troubles du sommeil, ben, j'ai un outil qui est une lunette de luminothérapie. Je ne sais pas si je peux faire de la pub. Je donne leur nom. Moi, j'hésite à en acheter. Donc, c'est le Psyo. Le Psyo, c'est une lunette qui permet de travailler avec la lumière, mais qui a en même temps, et c'est ça qui m'avait séduit, un côté où il y a des audios, et les audios, ce sont des mini-séances d'hypnose. Ok. Alors, très large, très généraliste, parce que ça doit correspondre à tout public, ça ne vient pas travailler sur un problème, ça n'éveille pas de troubles particuliers. Et toutes les personnes qui l'ont déjà testé avec moi se rendent compte que 2-3 jours après, il y a encore des effets. Ils sentent qu'ils dorment mieux. Et Ah donc, il y a des outils, il y a des choses. Alors, j'ai plusieurs appareils, donc je les prête, je les diffuse autour de moi à mes petits patients pour les aider à améliorer ça. Et puis, ben, voilà, bien dormir, c'est la première étape. Après, manger, ben oui, on a chacun son portefeuille, chacun ses habitudes alimentaires, mais Oui, ça va être plus compliqué. réguler ou rétablir ça, c'est important. Et puis, bah, voilà, les liens sociaux, ça dépend aussi de l'environnement. Mais ici à Houillet, il y a plein de choses qui sont pour remettre du lien. Ah, on y est, hein, on essaie d'y travailler. Ouais, En tout cas, c'est plutôt moi qui essaie d'y travailler. Ouais. Et c'est marrant parce que là, je viens de faire un week-end, enfin, pas ce week-end-ci, mais le week-end passé, j'ai fait un week-end en pleine conscience. Et je trouve qu'au début, c'est pas facile de rentrer dans le jeu. Hein. J'étais hyper jugeant au début. Hein. Et ouais. pourtant, je suis allé de ma propre voie. Hein. C'est moi qui s'est inscrit à un week-end où c'était pleine conscience pour des assistants en médecine. Donc, le but, c'était vraiment qu'on essaye de sortir un peu de notre bulle. Et Ouais. franchement, on a bien mis une journée à le faire. Ouh, téléphone. On en était. Et donc, tu avais une question. Moi Ah bah avant Tu, que ce tu soit fini, parlais tu de parlais. ta Ah oui, pleine En conscience. fait, j'ai fait un week-end de pleine conscience et franchement, j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans le jeu. Mais en fait, j'explique souvent que la pleine conscience, c'est l'outil le plus simple et en même temps le plus compliqué. Parce qu'il suffit de s'asseoir et de respirer. En soi, c'est pas Ouais. compliqué. Sauf Oui. que le mental va s'inviter tout le temps et c'est là la plus grosse étape, c'est d'arriver à pouvoir laisser de la place et de prendre de la distance avec ce que le mental vient. Et moi, j'aime bien d'écouter et de regarder Ilios Kotsou parce qu'il en parle de manière géniale. C'est un docteur en psychologie belge qui a développé l'application Présence. Et il est sur Facebook aussi avec une page Présence. Et ils ont un site qui s'appelle émergence.org où ils développent plein de choses autour de la pleine conscience en termes de formation, de suivi et de plein de trucs. Et ce qu'il dit, c'est vraiment ça, en fait, c'est de rester ouvert, non jugeant et accueillant par rapport à son mental qui va s'inviter tout le temps. Donc on s'assied, on respire avec l'intention de rester connecté à soi et à son ressenti. Puis si on part faire sa liste de courses ou réfléchir à l'heure à laquelle il faut aller chercher quelqu'un à l'école ou au rapport qu'on va remettre au boulot, c'est de revenir, ok, ça va, je reviens, je respire. Et puis le mental nous emmène ailleurs, ça va, je reviens, je respire. Ah oui, franchement, C'est sans cesse, je trouvais ça très compliqué. Hein. J'avais vraiment du mal à déconnecter complètement. Je pense que j'aurais dû aussi. Ah oui. En fait, on se rend compte que nos patients, souvent, ont une douleur qui est plus impactée par le stress, par les émotions, par ses croyances. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme commentaire, comme aide par rapport à ça ? Alors le psychosomatique, il fait de plus en plus partie de la médecine, il est reconnu, il y a plein de choses et de recherches qui se sont faites, mais dans le public, il y a encore des personnes très réticentes, j'en connais aussi, à qui j'essaye tout doucement de leur faire comprendre que peut-être qu'il y a une autre piste, mais non, mon cardiologue, mon médecin, et il s'accroche à ce qui est rationnel, à ce qui leur semble concret, dur, physique, et la seule solution. Alors voilà, moi j'ai amené mes bouquins de temps en temps. Voilà. Alors de temps en temps, je leur montre celui-ci en disant voilà, l'hypothèse du livre, c'est que nos maux et nos douleurs nous renseignent sur quelque chose de psychologique, quelque chose de relationnel dans notre vie qui fait écho. Et certaines douleurs, certains maux viendraient en lien de l'un à l'autre. Et alors parfois, s'ils sont OK, je lis avec eux la description de leurs petits soucis. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne à qui j'ai lu le texte, on a pris du temps, toute la consultation, pour vraiment débattre de ce que ça évoquait pour elle. Et cette personne, quand elle est revenue après, m'a dit « En fait, je ne me suis pas rendu compte que j'avais plus mal en vous quittant, et depuis, j'ai plus eu mal. »
Et Ouais, parce qu'elle a compris d'où ça venait. voilà, je n'ai pas de fonction antalgique, je le jure. Je fais pas de piqûre, je donne rien aux gens, mais le fait d'en parler, ça lui avait ouvert un autre regard sur sa situation. Mhm. Et oui, là, cette fois-là, la douleur est partie. Alors, Oui. c'est pas magique, on ne fait pas ça avec toutes les maladies, mais prendre conscience de ce qui peut être à l'intérieur, c'est effectivement quelque chose qui peut être enrichissant. Mais il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre. Ah oui. Et pour que ce soit clair pour les gens avant de passer à une autre question, en fait, psychosomatique, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de cause médicale Qui a un stricto impact. sensu. Bah, il y a des liens, en tout cas. Il y a des liens, mais on ne sait pas mettre un diagnostic purement médical sans prendre en compte la sphère biopsychosociale, Ouais. qui est énorme. Hein, Et là, mais- dans ce bouquin-là, l'idée, c'est Mhm. vraiment que tout est toujours en lien. mais oui. Si le corps nous donne une Mhm. maladie, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Alors, on Mhm. va soigner la maladie, Mais oui. on va voir son médecin et on se Mhm. soigne quand même, hein, on ne fait pas n'importe quoi avec sa santé, Mhm. mais avoir le deuxième regard de se dire, OK, j'ai régulièrement des otites, c'est à cause de quoi? Mais oui. Voilà, j'ai régulièrement Ou des des douleurs au dos, oignons ou des oui. douleurs quelque part, c'est à cause de quoi? Oui, moi, Et quand, donc, quand je travaille plus mhm. de temps que d'habitude, je ne sais pas me lever parce que je me lève sous le côté, j'ai un épaule qui est plus haut que l'autre. Mais non, mais Ouais. c'est le corps qui commence à Mhm. nous dire Stop. faut Ouais. se rendre compte, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Ouais. Et on le voit dans les dépressions ou dans les épuisements professionnels ou familiaux, hein, parce que le burn-out, Mhm. il a plein de trucs. Souvent, une des alertes, c'est par le corps. Mhm. On commence à avoir des douleurs, on commence à être fatigué, le corps nous montre des choses. Oui. Et si on veut continuer, on tire, à un moment donné, la corde, elle casse. Et il y a quelque chose de plus grave qui arrive. Oui. On voit plein de personnes qui mettent des solutions magiques sur TikTok, Mhm. Instagram pour le burn-out. Suis ces 5 conseils, tout va aller mieux. J'ai pas Instagram. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces mythes sur la dépression, sur le burn-out Alors, qu'on entend? j'ai pas les réseaux sociaux, enfin, j'en ai très peu. Moi, je vais Mhm. plutôt sur le professionnel et je regarde. Mais oui. Mais je le vois avec mes patients régulièrement, il faut réexpliquer ce qu'est la maladie, ce qui est bon Mhm. d'entendre ou pas. Après, je pense qu'effectivement, il y a une ouverture à plein de choses possibles. On prend ou on ne prend pas. Dans les réseaux, moi, voilà, si c'est pas du professionnel avec des certificats scientifiques derrière que je peux Oui. valider, j'ai tendance à être très prudente, à faire attention parce que effectivement, on peut partir sur des dérives complètes. Mais le burn-out et la dépression se ressemblent et un burn-out mal géré peut amener à de la dépression ou une dépression qui dure Mhm. conduire à un burn-out. Mais oui, Le burn-out, c'est il un peut être continuum, en fait. voilà. Mhm. Le burn-out, il peut être professionnel, familial ou Tu peux expliquer un peu les différences pour les auditeurs entre burn-out et dépression? Enfin, qu'est-ce qui les distingue l'un de l'autre? Alors, c'est ça la difficulté, c'est que souvent les symptômes sont un peu similaires d'un côté comme de l'autre. Mhm. Mais la dépression, elle va plutôt être endogène, on dit, c'est un stresseur qui vient de l'intérieur. Il y a un événement, donc on a parlé tantôt de deuil, de blessures de l'enfance, ça peut être des contraintes de l'environnement qui peuvent être extérieures ou intérieures, parce que parfois on est son propre frein, on s'empêche de faire des choses. Il peut y avoir des problèmes liés à des maladies, des problèmes chimiques avec des maladies, l'hérédité ou la médication. Il peut y avoir des pertes ou des changements drastiques dans la vie qui n'ont pas été anticipés. Si demain on nous dit stop, c'est fini, vous ne travaillez plus ici et partez, on n'a rien, on n'a pas de balise, enfin, si l'État nous donne plein d'outils, mais ou On n'a le plus de compagnon. voiture, Voilà. ou la maison... Ou la maison brûle d'un La coup, maison brûle. la voiture, il y a un Mais accident. ça peut arriver, hein. Voilà. Et ça arrive plus Bah, que et ce les qu'on pense. inondations, il y en a eu Mais ici, oui. voilà. Des événements comme ça, c'est non anticipé, on ne peut pas. Et donc tout ça peut provoquer de la dépression, donc une perte de sens, des émotions de tristesse et se sentir complètement vide. Et le burn-out, lui, va plutôt être lié à des facteurs qui sont à l'extérieur, donc on dit exogènes, et qui commencent toujours par l'épuisement physique et ou psychologique. Donc on se vide, c'est comme si on était les petits bonhommes, les petits lapins du Racel, là, hein, comme si notre pile intérieure était tout doucement en train de se vider et on tombe à court à un moment donné. Et c'est quand on tombe à court que le burn-out est là. Tout ce qu'on peut ressentir avant qu'il n'y ait plus d'énergie dans la pile, on va plutôt parler de burn-in, c'est toutes les étapes qui induisent le burn-out.
Et ça commence par l'épuisement, et puis il peut y avoir un sentiment d'échec, une dépersonnalisation, une certaine usure émotionnelle, et ce sont ces facteurs-là qui sont interdépendants avec la dépression. Quel conseil pour que la pile, justement, ne diminue pas, qu'elle se recharge en permanence? Le sommeil, l'alimentation. Mais moi j'en ai un. Quand je parle avec les patients, ils disent toujours une chose. Enfin, et souvent même dans les petites capsules qu'on fait de vidéos avec des patients, ils répètent toujours la même phrase, c'est « il faut en parler ». Oui. C'est clair que d'avoir un réseau dans lequel on peut mettre des mots, ça peut aider. Maintenant, parler avec un professionnel, ça peut aider aussi. Moi, ce que je remarque, c'est que dans le burn-out, en tout cas, dans la dépression aussi, ça arrive, hein, il y a un moment donné où l'environnement, les amis, les potes, la famille deviennent une pression sociale qui enfonce plutôt que d'aider à monter. Parce qu'il y a aussi toutes les croyances de la société. Il ne faut pas être un parasite de la société, il faut travailler, il faut se bouger. Mais allez, tu n'es pas malade, je vois quand même bien que tu es chez toi et tu fais tout comme d'habitude. Mais on n'est pas à l'intérieur de la personne et on ne sait pas ce qu'elle ressent. Et parfois, on peut commencer à retrouver un peu d'énergie, être bien chez soi ou être capable d'aller faire une course ou de partir faire une activité avec les enfants ou autre chose, ou un barbecue avec des potes, mais pas être capable de retourner au travail. Pas encore être capable de sortir de sa dépression, de remettre des choses. Et justement, celui qui est dans la position des amis ou de la famille, comment est-ce qu'on doit réagir? Parce que moi, j'ai déjà rencontré ce genre de situation et j'ai vraiment difficile à savoir quel message je dois pas faire passer, enfin, comment je dois lui communiquer. Alors, j'aurais tendance à dire que dans l'idéal, écouter quelqu'un, c'est accueillir ce qui vient d'elle sans jugement. Mais dans la société et avec nos amis, on a souvent envie de donner une clé, donner une solution, dire oui, fais comme ci, fais comme là. Et donc là, on n'est plus dans l'écoute. On n'est plus dans accueillir ce qui vient de l'autre et accepter. Déjà, on est parfois très mal à l'aise soi-même avec ses propres émotions. Donc recevoir l'émotion de l'autre, c'est pas toujours simple. Et on préfère lui donner des petites boîtes clés en main, fais comme ci, fais comme là, pour repousser le problème de l'émotion, qu'elle soit contenue chez l'autre, ou tiens, voilà, tu as des solutions, si tu n'utilises pas les solutions que je te donne, tant pis pour toi. Et ça amène plein d'autres choses relationnelles, mais oui, écouter quelqu'un, pouvoir savoir, et savoir que on n'est pas à sa place. Et donc on ne peut pas le juger, on ne peut pas savoir ce qu'il vit, vraiment, tant qu'il ne l'a pas dit. Attendre qu'elle aille mieux, et essayer de prendre de la distance pour pas trop juger ou... Oui, ou pratiquer aussi de la méditation de pleine conscience, l'encourager à voir les choses par un autre regard. Quelqu'un qui est dépressif, là c'est Danny Beaulieu qui utilise aussi cette image-là, c'est dans les phases les plus profondes de la dépression, la personne, c'est comme si elle était avec un enregistrement automatique négatif. Tout ce qui va se passer, tout ce qui va se dire est amplifié, dramatisé et vu de manière négative. Et donc, dans ce moment-là, les gens ont besoin de se reposer et d'être tirés vers le haut. Donc, c'est de pouvoir dire « Stop, t'arrêtes tes conneries, tu parles plus comme ça. On essaye de voir les choses autrement. Modifie ton regard. Viens, hop, on va faire autre chose. Oui, c'est pas facile. Oui, ce que tu vis est compliqué, mais viens, on bouge. Tu es capable. Tu peux y arriver. » C'est de casser un peu le jeu, mais à ce moment-là, ils peuvent pas être dans le mental. Parce que le mental, il va d'office les emmener sur cette cassette négative, qui grossit, qui amplifie les problèmes, qui fait voir tout comme insurmontable. Dans l'action, alors, les emmener quelque part, enfin, je ne sais pas. Oui, une écoute qui leur dit « Ok, j'entends que c'est compliqué pour toi, mais viens, on y va. » C'est comme, voilà, les enfants, quand ils sont tout petits, qu'ils ont tous les débordements émotionnels. Moi, je disais à mes enfants, toi, je t'aime beaucoup, mais ton comportement pas de trop. On voit que tu es en colère, tu as le droit d'être en colère, mais tu ne me frappes pas. Voilà, c'est mettre des mots sur ce qui est là. Bon, avec des adultes, on ne va pas travailler comme avec des enfants, mais c'est reconnaître qu'il y a un truc, mais dire stop, tu rentres pas dans la cassette, on reste pas sur ton tourne-disque de lamentation, viens, on sort, on fait autre chose. Enfin, vous savez bien, on habite dans une commune qui, à la base, était une commune très ouverte, un lieu touristique, mais qui s'est un peu renfermé. Et il y a beaucoup de gens qui peut-être avaient une vie sociale très active et qui du jour au lendemain se sont retrouvés seuls, isolés. Et comment est-ce qu'on peut faire pour vivre avec l'isolement, pour éviter l'isolement? Comment sortir de ce...
Alors, c'est un des points compliqués, hein, que ce soit dans le burn-out ou la dépression, effectivement, la phase d'isolement est celle qui amène au point zéro, le point le plus profond, le plus difficile. Et pour en sortir, c'est un peu ce que je disais, hein, on est capable de faire autre chose, on peut y aller, on peut se mettre. Maintenant, ici, dans la commune, il y a effectivement tous les problèmes de mobilité aussi, donc ça, du coup, a un impact. Mais je pense qu'il y a plein de choses qui se font déjà. Il y a plein d'énergie à Houillet qui permet de mettre le mouvement. La maison médicale, vous mettez plein de petits ateliers, avec le CPAS aussi. Il y a différents lieux. Alors, ça ne correspond pas toujours à tout le monde. Ça, il faut aussi accepter qu'il y a des gens qui rentreront pas dans les cases qu'on veut essayer de créer. Même si on mais essaye, hein. elles sont là, elles sont vertes, et c'est, voilà, de temps en temps, peut-être aller chercher ou ramener, ou si la personne a du mal dans des gros groupes, d'essayer plutôt dans des petits d'abord, ou dans de l'individuel pour repartir vers quelque chose de plus en groupe. Maintenant, dans Psynam, on peut aussi, hein, je disais tantôt, au niveau du paiement, ça peut être un suivi individuel ou un suivi de groupe, mais moi je vois beaucoup de freins chez les gens, c'est non, je veux pas parler devant tout le monde. Et donc il y a une forme de peur, de crainte aussi de dévoiler son intimité. Et donc, le lien social, il faut le créer par des tas de trucs dérivés. C'est en rencontrant des gens et tout ça qu'on s'améliore aussi, hein, socialement. Il n'y a rien à faire, c'est l'expérience là. Et c'est quelque chose qui s'entretient aussi, ça peut se perdre aussi vite qu'on l'a acquis. Oui, tout à fait. Mais parfois, il faut aussi se remettre en mouvement et sortir de... voir plus loin, ou pas toujours le même cercle, ou si le premier cercle de contact est négatif, ou en tout cas où il y a des crispations et des croyances ou des attaques, c'est de se rendre compte qu'on peut élargir ces cercles de connaissances et de liens. On n'est pas obligé de rester tout seul avec soi au centre. Oui. On peut vraiment élargir. J'ai une question qui n'était pas sur les fiches, mais est-ce que tu as des patients, sûrement, qui te disent parfois j'ai voulu me suicider, etc. Comment toi, en première intention, tu réagis? Qu'est-ce que tu leur dis? Alors, je vérifie si c'est une idée morbide ou si c'est vraiment une volonté de suicide. Est-ce que la pulsion de mort est à ce point présente chez la personne qu'elle l'a déjà défini, comment elle va le faire et quel outil elle prend? Là, c'est toutes les sonnettes d'alarme qui sont en route et il faut interpeller le réseau autour. Et puis, sinon, ça arrive à tout le monde de penser dans des périodes de faiblesse, quand on n'est pas bien, au volant de la voiture, si je la mettais dans l'arbre, ce serait plus simple, ou si j'étais plus là, ce serait fini. Voilà, les pensées sont là. Ce qu'il faut, c'est vérifier s'il y a une volonté de la mettre en œuvre. Et puis retravailler sur le lien à la vie, sur les choses positives qui peuvent être vues quand même, sur... voilà. Est-ce que c'est un besoin d'appel à l'aide et d'être en relation avec des gens, ou est-ce que c'est juste une idée parce qu'on est épuisé? Voilà, c'est des nuances à trouver, des mots à placer. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci. Je pense que c'est important pour les gens aussi, parce qu'ils doivent se rendre compte qu'on ne mord pas. Et que si on fait ce genre de vidéos, c'est que s'ils viennent nous parler, on est prêt à les écouter. Oui. Donc j'espère que ça a servi à quelque chose, que certains d'entre vous viendront nous en parler. Et pour les ateliers de santé communautaire que vous faites et que nous on fait, c'est la même chose. On attend rien de plus que vous venez le voir. Hein. Donc voilà. Merci. Merci à toi.